Bienvenue à ton émission Hebdomadaire et voilà. Toute la lumière sur mon visage, en direct sur les YouTubes. Bienvenue à Deux Cafés avec Sensei. Mon nom est Sensei Pascal. Je suis ton motivateur, ton coach, ton stimulateur. J'espère être un certain guide pour pouvoir améliorer ta qualité de vie dessus les YouTube Machines. Et merci à toi de passer ton matin avec nous. On parle course à obstacles, on parle nutrition, on parle fitness, on parle développement holistique de l'individu et on le fait toutes les semaines en sirotant un excellent café de Mademoiselle Café, qui est une brûlerie ici à Sainte-Julie, sur la rive sud de Montréal. Nous sommes au Canada. Ça fallait que je prenne une voix radio canadienne ce matin. Nous sommes au Canada. Et aujourd'hui, une édition bien spéciale pour Deux Cafés avec Sensei. On reçoit, c'est rare, en fait, c'est la première fois qu'on reçoit un invité en direct. On va jaser course à obstacles, justement. Pourquoi cette semaine, on est spécifique sur le sujet? C'est que ce week-end, c'est la première course dans la région de Montréal de Spartan Race, un peu le géant mondial des courses et un retour après quelques années, évidemment, pandémie et tout, ici dans la région. Beaucoup de coureurs vont affronter le parcours pour la première fois depuis beaucoup de temps et beaucoup de coureurs et coureuses vont affronter le parcours pour la première fois ever. Et une des meilleures personnes avec qui en jaser, c'est Éric du site web OCR Nation, avec qui j'ai passé du temps récemment à jaser sur leur site web de Warrior Endurance. Éric, j'ai pensé à notre conversation. J'ai mis le vieux T-shirt Spartan Race. Je l'ai retrouvé. Il sent juste un petit peu boulamite correct. Fait que c'est... J'ai fermé la porte de mon studio. Ça écœurera pas les voisins. Mais hey, c'est vieux, là. Il n'y a rien dessus. En arrière, tu as le petit logo. C'est tout. Puis je te dirais, je ne faut pas que je me lève trop tôt parce qu'il fait un peu gilet bedaine, je te dirais, à force de l'avoir mis et de l'avoir lavé. Fait qu'on est des vieux de la vieille en course à obstacles. Depuis des années, tu maintiens, tu gères, tu publies du contenu sur OCR Nation, qui est, à ma connaissance, un des plus gros, sinon le plus gros site dédié aux courses à obstacles au Québec. Vous êtes pas mal les spécialistes. On s'est croisés sans le jaser, mais en sachant un peu on était qui pendant des années. On a pris le temps de faire connaissance sur ton show pour Warrior Endurance. Là, j'ai juste pris un café, fait que le débit volubile va être correct. Je te le dis. La description était bonne, je veux dire. J'ai stoppé à 1, puis ça va être correct. Fait que peut-être un peu dresser ton historique en premier aux courses à obstacles, puis on va bifurquer sur ce qui t'a apporté à partir OCR Nation, parce qu'on a, on va parler aujourd'hui de course à obstacles, mais il y a aussi une belle leçon d'entrepreneuriat en arrière. De gens qui prennent des belles initiatives dans un domaine spécialisé, puis en tirer des revenus ou en tirer peut-être un petit job-in à temps partiel là, comme producteur de contenu. Je pense que ça va aider beaucoup de gens. Fait qu'avec Course à obstacles, ça a commencé quand puis comment? Ça a commencé en 2012, un peu comme tout le monde, je pense, chez Spartan Race, à Tremblant. Pas le Tremblant qu'il va y avoir en fin de semaine. C'était le domaine Saint-Bernard dans le temps. C'était un autre terrain complètement avec les montagnes. Puis ça a commencé parce bizarrement, puis je pense que c'est la seule fois que c'est arrivé, mais j'avais vu une publicité de Spartan Race à la télévision. Probablement que dans le temps, peut-être, je ne sais pas, c'est de même ça passait, t'attirais ton monde. À ce temps, j'ai plus Facebook puis l'Internet, là, mais vu que c'était peut-être pas connu, c'était dans les premières là, qui se faisaient, donc plus facile peut-être de rejoindre du monde de cette façon-là. Mais j'avais vu une annonce carrément à la télévision, j'ai fait tiens donc, ça a l'air cool ça. Puis j'ai décidé d'aller essayer. C'était juste l'annonce. Qu'est-ce qui t'a attiré dans l'annonce? Je me souviens plus exactement c'était quoi l'annonce, ça fait quand même plusieurs années, mais c'était il montrait évidemment les différents obstacles, le monde dans la boîte. C'est une course, mais pas juste une course, un marathon dans la rue. Là, ça avait l'air quelque chose de comme plus intense que
que juste la course à pied, justement. C'est un peu ça qui est venu me chercher. J'ai fait, juste innocemment, aller essayer, voir. Zéro training, aucune idée, jamais fait les différents obstacles qu'il y avait là-bas, malgré que dans le temps, les obstacles, c'était un peu différent. Là. Puis, évidemment, il y avait différentes distances. J'ai fait 5 km, je cours ça sans problème. C'était la super dans le temps. Puis, ça s'était quand même bien passé jusqu'au dernier kilomètre où j'avais crampé pas possible, puis que à tous les 100 pieds, il fallait que je m'assoie à terre pour m'étirer puis cramper, là, pour décramper. Mais j'avais fini, j'avais vraiment trippé avec les gladiateurs qu'il y avait dans le temps. Ah oui. Les gens qui nous écoutent, soit s'en souviennent pas, n'ont jamais connu ça là, dans la première époque de Spartan Race. Tu parlais tantôt des obstacles. C'était beaucoup plus grande limite primitif, des avec des. Pas des objets de la vie courante, mais quasiment une expérience une expérience militaire. Il y avait beaucoup de choses avec des bûches de bois, des roues dont on n'était pas ça, des gros ramasser leur porte-mobile. Piste d'exercisme extrême plus. Puis à la fin, le dernier, puis j'ai une vidéo de ça sur TikTok, ma première super à Tremblant, où on voit la fin avec les gladiateurs. Fait qu'imaginez-vous, je ne sais pas ce qu'ils faisaient leur casting, là, mais un gars vraiment en shape, là, genre full pec puis tout, avec un casque de Spartiate qui t'attendait avec le gros Q-tip qu'on voit dans les jeux gonflables ou whatever. Il fallait que tu rentres dans le top. Il y en avait 2-3 de ça. Ouais. Ça, c'était cool. Des fois, ils t'en donnaient à cœur joie. Ouais, c'était comme tosse-toi avec ton Q-tip, le gros. Parce que moi, je m'en vais chercher ma banane qui est au fil d'arrivée. Ils ont enlevé ça. Je pense que c'est une question d'assurance à un moment donné, là, parce que justement, il y en a peut-être qui se donnaient un peu trop que les Q-tips. C'est ça, ils passaient les frustrations de la semaine. Oui, j'ai l'impression qu'il y en a qui ont peut-être mangé une coupe de Q-tips et que ça s'est mal terminé. Mais non. Tu as commencé ça là pour cette première. Ça a été vraiment la première. Ça a été comme la seule que j'ai faite dans l'année. Parce que bon, je n'avais pas trop cherché. Mais l'année d'après, tu sais, tu t'en fais une, soit que tu haïs ça ou que tu adores, c'est un ou l'autre. Mm-hmm. Dans mon cas, bien évidemment, je reste accroché. Fait que, comme un peu tout le monde, là, les étapes un peu de la course obstacle, tu en fais une, puis après ça, tu veux la trifecta. Puis après ça, tu veux faire quelque chose de plus dur. C'est un peu ça, dans le fond, qui est arrivé, parce que l'année d'après, c'est un peu ça aussi qui s'est passé. J'ai fait un peu comme tout le monde, puis aller chercher les 3 distances chez Spartan. Fait que tu as commencé la première année en faisant. À l'époque, la plus basse, là, mais celle la moins longue s'appelait déjà la super? Non, c'est la sprint. Okay. C'est la sprint, mais je n'avais pas commencé justement par la sprint. Je m'étais dit, 5 km, il n'y a rien là. Je vais aller. Tu as commencé par la deuxième grade parce que tu t'es dit 5K, ça va être trop facile. Finalement, tu allais faire un 10K. Oui, mais je me souviens plus si c'était 10 ou 10, 12, whatever. Là, dans ce temps-là, les distances n'étaient jamais trop standardisées. Oui, mais la super, c'était comme la course mythique entre les deux. Parce que tu savais que la bise, ça allait être long, tu savais que la sprint, ça allait être court, puis la super, c'était au désir du directeur de course. Ça pouvait être 12 comme ça pouvait être 17, dépendant si ça loupait bien avec son design de bise puis la sprint. Exact. Je trouve que pour ceux et celles qui sont des vieux de la vieille, en même temps, je pense qu'on parle à Deux Cafés avec Sensei, beaucoup de gens pour qui c'est la première expérience. Là, un directeur de course, c'est la personne qui est mandaté pour vraiment faire le design de ton parcours de course. Fait qu'eux autres, ils vont des mois à l'avance sur le terrain pour avoir une idée des sentiers, puis d'essayer de faire un design qui va être différent. Où on va placer les différents obstacles, dans quel ordre on va placer les obstacles pour que ça fasse une course qui ait du sens, puis que tout le monde n'arrive pas la langue à terre à la fin. Oui, exactement. Puis ils ont différentes distances à respecter. Puis souvent, aujourd'hui, c'est beaucoup plus standardisé. Oui, c'est ça. Ben, c'est là que j'allais aller. C'est que là, mais ils s'en vont ils font le gros push pour les Olympiques. Donc là, ils essaient de standardiser justement leur distance. Fait que c'est 5K pour la sprint, c'est 21 pour la bise. Je pense que celle qui a mangé le plus la claque, puis je trouve qu'il a perdu un peu de son panache, c'est la super parce qu'elle passe à un 10.
ben sec, tandis qu'avant, moi, je trouvais que c'était une des plus difficiles parce que justement, tu ne savais pas à quoi t'attendre, si c'était un 12, si c'était un 17. Moi, dans mes plus difficiles ever, c'était tout le temps souvent des super. C'est la Ben, Whistler Mountain Series, on s'en est souvenu longtemps, nos cuisses avec. Là. le Mais pour la... problème, c'est que justement, tu sais, pour ceux que c'est les premières fois, exemple, qu'ils font, puis tu peux pas annoncer 10 km, puis parce qu'ils mettaient le petit plus, là. C'était 5 plus, 10 plus, mais tu sais, tu peux pas annoncer 10 km puis en bout de ligne tomber à 17. Il y a une façon de respecter ton coureur aussi que si même que ce soit en open, peut-être en open, 7 km de trop, là, ça peut être beaucoup. Puis même compétitif, si tu planifies ta course pour étant 10 km ou 12 km parce que c'est ça qui est annoncé, puis que tu te ramasses à 5 km de plus, ça peut fucker une course parce que à un moment donné, je veux dire, tu gères ton énergie en fonction de la distance qui va te rester à parcourir. Puis là, tu arrives, tu checks sur ta montre, tu es rendu à 10, mais il faut que tu en fasses 5, 6, 7 de plus. Ça peut changer bien des affaires. Non, absolument. Personnellement, je trouve ça bien là, qu'ils reviennent à quelque chose de plus standard, mais oui, peut-être qu'ils auraient pu mettre, mettons, la super entre les deux. Là, pas un 10, mais peut-être un 12 à la limite. Oui, mais je comprends leur push, leur organisation là, du côté du push pour les sports olympiques. D'ailleurs, pour la première fois de l'histoire, les courses à obstacles, on ne sait pas encore de quelle forme ça va prendre. Ça va-tu être à longue distance, ça va-tu être un parcours très sprint, Ninja Warrior? Moi, j'ai l'impression que ça va être plus ce qu'on voit souvent, là, les vidéos de type militaire, là, les parcours militaires, là, que c'est quand même très, très court, mais c'est un obstacle après l'autre. Je ne pense pas qu'ils vont mettre ça comme étant ce que Spartan aimerait, là, un 5 ou un 10 ou un 20. Là, ça devient trop éparpillé au niveau des obstacles trop durs à suivre. Tandis que le show, je pense, si c'est un spectacle, mettons, qu'ils veulent pouvoir donner, peut-être tenir ça dans un stade ou de quoi de même. Ben, Sur un loop course, athlétique. un short Je course, comprends, ça se fait quand même bien. C'est ça. Ce qu'on est en train de discuter, c'est que ça a été accepté il y a quelques semaines, les courses à obstacles qui vont être aux Jeux olympiques de Los Angeles en 2028. Fait que venez vous entraîner à Spartan Fit si vous voulez votre médaille d'or. On est là pour ça. Voilà. Les prochains futurs athlètes. Les prochains futurs athlètes, on va aller vous voir avec nos marchettes. Nous autres, les vieux de la vieille, qui aura fait le chemin à coup de 17 km pour annoncer. Dans notre temps, on n'avait pas besoin d'une distance balisée, puis on finissait nos courses. On se nourrissait avec des écureuils qui traînaient. Avec nos dents et tout. Ça chiale aujourd'hui que ça a des 10 km sur des pistes balisées. Mais la maudite jeunesse. Fait que ta deuxième année en course à obstacles, tu fais la trifecta. La trifecta, c'est les 3 distances de Spartan dans la même année. Ouais. C'est encore ça aujourd'hui. Ils donnent un petit tiers de médaille. Tu colles tes tiers de médaille. Ça fait une grosse médaille. Tu peux même faire une double, une triple. T'en as qui arrivent à 47 trifecta. On se demande tout. Ils n'ont pas de job. Ils pognent l'argent où? Je sais pas. Lui écoute, la médaille de trifecta est rendue grosse de même. Ça a l'air d'une horloge pour vrai. Ah, Si non, vous cherchez ça sur Google, vous allez voir ça. On essaiera de vous mettre ça dans les descriptions, les liens. Les médailles sont tout le temps plus grosses, plus tu fais des trifecta. Puis pour une raison c'est un gars qui en a fait, je sais pas moi, 40-10 millions dans le même été. Il est rendu une médaille qui est livrée avec des 18 roues. C'est 20, je pense que c'est 20, proche de 30, genre le maximum, le 25, 26, en enfant de même, mais tu sais, c'est 26 fois 3. Là. Fait que tu as fait 100 courses Spartan dans ton année, c'est énorme. Là. Mais si tu calcules, ça commence peut-être en mai, ça finit peut-être en octobre, novembre. Ça veut dire qu'à 3 fins de semaine, tu es en train de courir. Non seulement ça, c'est à tous les fins de semaine, mais c'est pas à 2 heures de chez vous. Parce que si tu vas en faire à toutes les fins de semaine, il faut que tu te promènes. Là. Tout ça pour une grosse médaille qui va aller sur un mur et pour. Ça coûte cher de gaz. Ouais, faire ton assiette de service pour tes réceptions à la maison. T'en as rien qu'une, fait que si tu veux en avoir plusieurs, il faut que tu fasses ça plusieurs années de suite. Oui, c'est ça, c'est exactement. Le gars a couru pour se faire un set de cuisine. C'est ça son objectif. Il a fait une grosseur pour les coupes, une grosseur pour les verres, une grosseur pour les assiettes. Puis il était rendu à la table de réception. Le gars, il voulait avoir de quoi de thématique. Là. Ça arrive sur son patio, c'est juste du Spartan à grandeur. Fait que t'as fait ta trifecta, Eric, t'es allé où après ça?
Écoute, quand j'ai fini la trifecta cette année-là, le prochain step, c'était l'Ultra Beast. Puis évidemment, Spartan étant la machine de marketing qu'ils sont, ben quand tu fais ta trifecta, tu reçois le petit email. Ah, on a l'Ultra Beast à Killington. Tu pourrais te qualifier, blablabla. Bla, bla, bla. Faites pourquoi pas. Mm. Mauvaise idée. Tu dis mauvaise idée. Mauvais flash. Mais je me suis inscrit, en fait, à Killington cette année-là pour aller faire l'ultra, parce que c'était comme la prochaine distance à obtenir, c'est l'ultra. Puis c'était l'année des. C'était 2015, je crois. L'année des World Championships au 2014. Ouais, 2014. 2014, 2013, 2014, je ne me souviens plus. Ouais, c'est l'année des World Championships au Vermont. Fait que, normalement, la course apprend une coche. Puis j'ai pogné 2 minutes, en fait, là. Cette année-là, c'était cool, c'est très cool. C'est la seule année qu'ils l'ont fait. Puis j'aimerais tellement ça qu'ils le refassent, mais je comprends que d'un point de vue organisationnel, c'est extrêmement dur à gérer. Mais bon, pour ceux qui ne savent pas, l'ultra, c'est 2 tours de la bise. Fait que, aujourd'hui, la distance est un peu plus longue. Là, c'est 50 km maintenant, l'ultra. Dans le temps, c'était plus. C'était vraiment 2 tours de la bise. Il n'y avait pas comme de loop d'extra comme aujourd'hui. Mais cette année-là, ils n'ont pas fait 2 tours. C'était une grosse track de 40 km. Fait qu'on se ramassait à Killington, dans le fin fond de l'autre bord de la montagne, parce que personne n'est jamais allé, là, qu'il fallait que tu ailles porter ta bine à mi-chemin en char, parce qu'à pied, oublie ça, il fallait vraiment que tu fasses le tour de la montagne. Fait que cette année-là, c'était très cool. Puis, l'ultra, ce qui est dur, c'est un peu de te motiver à continuer par partir ton deuxième tour, mais présentement, je trouve que c'est quand même pas si pire parce que tu es tout le temps mélangé avec du monde qui font la bise. Tu pars vraiment tôt le matin, le temps de faire ton premier tour, puis quand tu rentres dans ton deuxième tour, tu es comme mélangé avec du monde qui font la bise. Tu as tout le temps quelqu'un sur le parcours, dans le fond, avec qui jaser, avec qui faire quelque chose. Cette année-là, c'était assez dur parce que selon moi, c'était plus dur parce qu'on partait, on s'en allait dans le bois, puis quand on revenait dans le parcours, il restait juste 5 km à faire. Fait qu'il y a des grands bouts. Des fois, j'étais 2 heures, 3 heures tout seul dans les trails, à voir personne. Puis tu es en plein milieu de nulle part. Là, souvent, c'est long avant de voir des obstacles. Puis cette année-là, ben, j'ai manqué le dernier cut-off de 5 minutes. C'était mon premier DNF. Ça fesse, mais t'apprends. J'aime ça comment tu dis ça, ça fesse, mais t'apprends. Oui, parce que tu sais, soit que tu n'étais pas bien entraîné, bien préparé. Il y a une raison là, si tu fais un DNF. Il peut y avoir plein de raisons. Là. Soit que tu n'es pas bien préparé ou il s'est passé quelque chose dans ta course qui a fait que tu n'as pas réussi à finir. Puis dans ton cas, tu penses que c'était quoi? C'est sûrement le manque de préparation dans mon cas. En fait, c'est sûr, c'est ça, le manque de préparation. J'ai manqué de jus pour être capable de pousser assez pour justement me rendre dans ces cut-offs-là. Peut-être que je me suis fié un peu l'erreur à ne pas faire, si jamais vous faites un ultra, de vous fier au temps que les bénévoles vous donnent pour dire il vous reste tant de temps, il vous reste tant de temps, vous allez être correct. Souvent, ils ne sont pas trop au courant, puis bon, ils essaient de vous encourager, mais soyez au courant de vos timings, de quelle heure qui sont, à quelle heure qui sont les cut-offs, puis où. Fiez-vous pas, dans le fond, aux autres. C'est peut-être ça qui m'a mis peut-être un peu trop en confiance, me disant que j'étais correct. Mais c'est vraiment la préparation. Tu ne rentres pas dans un ultra comme tu fais un sprint. Là. Non, c'est pas la sûr. même game. C'est sûr, pour un cumulatif, tu as tellement une distance, c'est 5 minutes. Pour certains, vont dire que c'est vraiment court, mais en même temps, tu peux juste être un petit peu mieux préparé, puis ton 5 minutes, tu peux le gruger tu vas le récupérer kilomètres. Pendant 40 km. Oui, c'est ça. 5 minutes, mettons 30 km, là, si tu te vises, là, ça ne fait pas grand seconde du kilomètre d'économiser par une meilleure préparation qui fait que tu passes ou que tu ne passes pas. Fait que chaque petit détail dans ces événements-là sont vraiment, vraiment importants. Puis on ne parle même pas de nutrition. Là, tu parles de la meilleure préparation, mais tu n'as pas une bonne stratégie nutritionnelle. Tu vas cramper tout autant, tu vas moins performer parce qu'oubliez pas que
la première source d'énergie que vous perdez ou vous consommez, ben pas la première, parce qu'on a 3 systèmes. Tu as la créatine, après tu as les glucides, puis tu as l'oxygène, mais il reste que quand tu es en effort aérobique, tu es plus dans la consommation de tes masses adipeuses. Mais si dans l'entre-deux où tu consommes beaucoup de glucides, les glucides est aussi la nourriture première de votre cerveau. Fait que quand vous avez une sensation de fatigue, c'est parce que glycémiquement, on commence à être très bas puis que le cerveau est sous-alimenté. C'est pour ça d'avoir les bons produits, les électrolytes, des fois de la caféine dans vos produits, soit des gels ou en poudre. Ça peut vraiment faire une grosse, grosse différence sur la performance de ces distances-là où quelques minutes fait que tu peux continuer ton défi ou tu as un bénévole qui dit ben, on vient de passer le roto étant le camion des directeurs de course qui passe, il sweep, si le kart te dépasse, c'est ah ouais, dans le bucket, tu as terminé. Là. Donc, toutes ces choses-là sont importantes au combiné pour vaincre ton défi puis d'avoir un succès à ta première étape ou à ton first attempt, à ton premier essai. Fait que celle-là, tu fais un DNF. Tu le gères, je trouve, qui est de façon positive, c'est-à-dire, bon, il y a quelque chose à apprendre là-dedans, c'est win or learn. Tu n'y penses pas sur le coup. OK. Pas, quand tu finis, ça fait chier. Tu te fais couper. Là. Tu vois la personne qui passe en avant de toi, là, qui est 200 pieds en avant de toi, là, qui passe, puis là, tu as le directeur de course qui rentre dans le chemin, puis qui fait « ça arrête ici ». Ça fait chier solide. C'est comme, ouais, l'autre, il est passé, mais tu comprends qu'à un moment donné, il faut qu'il mette une ligne, puis la ligne était là. Fait que la ligne, c'était moi. C'était quand moi je suis arrivé. Fait sur le coup, c'est comme, je viens de me taper tout ça pour ça. Sur le coup, c'est ça fait, mais c'est après que quand tu décantes, je veux pas, c'est là que tu comprends que, bon, OK, telle affaire, j'aurais peut-être pas dû faire ça de cette façon-là, j'aurais peut-être pu pousser à telle place. Quand tu finis par décortiquer ton événement. Là. Mais, fait que post-mortem, tu prends quand les émotions sont passées, ta déception est normale, là, parce qu'il y a personne que c'est qui s'en sûr va que faire. quand tu te fais couper bing bang de même, c'est sûr que il n'y a personne qui trouve ça le fun. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, puis que là, bang, ben non, tu finiras pas. J'en ai vu qui ont pété des coches, là. C'est ça, t'apprends. T'apprends. Fait que là, après ton post-mortem, ta réflexion, t'as appris. T'es-tu motivé pour dire, regarde, je m'inscris tout de suite l'année prochaine, puis cette fois-là, c'est pas mal ça que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait l'année d'après. Je me suis réinscrit pour Killington. Je m'étais inscrit cette année-là aussi pour Sainte-Marie. Sainte-Marie, c'était pas. Mont-Sainte-Marie, oui. Hey! Wow! C'était pas la super. C'était pas dans le bout de. C'était à Ottawa, C'était Toronto? dans le bout d'Ottawa. Non, pas Toronto, mais c'était comme dans le fin fond de je ne sais pas où, mais plus proche d'Ottawa que de Toronto. Hey, c'est pas jeune, ça non plus. Ouh là là, Sainte-Marie. C'était une belle place qui faisait des courses. Là. La montagne était cool. Oui, il y avait des montées en zigzag. Oui. Dans les trails de vélo de montagne. Oui, ben oui. Hey, ça, c'était une belle montagne. Il y avait comme un lac l'autre bord aussi, là, dans lequel ils me faisaient passer une petite rivière. En tout cas, c'était un super beau site. J'espère qu'ils vont peut-être un jour retourner là. Mais c'est ça, je m'étais inscrit à l'ultra de là aussi. Ça avait super bien été. Je pense que j'avais fini en 10 heures. Fait que je m'étais dit, 10 heures, c'est bon. Go, go, go pour Killington. Puis, dans mon entraînement en préparation pour Killington, j'ai comme eu un petit accident, genre 5 jours avant. J'ai voulu sauter une clôture, puis je me suis empalé dedans. OK, attends un peu. Rewind! J'ai voulu sauter une clôture et je me suis empalé. Ouais, une clôture en frost, là. J'ai comme le visuel d'un guerrier pogné sur une lance au bout de la lance. Qu'est-ce qui est arrivé? Pas tant que ça, mais dans le bois où est-ce que je courais, il y avait une place que, je ne sais pas pourquoi, j'étais arrivé à une place, j'ai pris une nouvelle trail, puis ça passait au travers d'un comme espèce de vieux parc de baseball comme abandonné. Là. Puis il y avait comme une clôture de frost pour retourner dans la trail. Je suis comme, qu'est-ce que c'est ça? Puis je suis passé, tu sais, les clôtures, vraiment, c'était un poteau avec un poteau horizontal puis du frost, là, mais tu sais, les loupes là, qui tiennent le poteau horizontal, là, une de ces loupes-là qui était cassée. Puis quand j'ai passé, j'ai comme sauté, passé par-dessus,
Ben, j'ai encore la cicatrice ici. Mon poignet, il est rentré dans la clôture. Ouais, c'était pas la joie. Ouais, c'était la version gore de Fields of Dreams avec Kevin Costner. Build it and they will come. Ouais, Ouais, là, ouais. t'aurais Ils pu ont checker ton oublié. devis de construction, le gros, parce que là, Il l'avait pas réparé, mettons, sa c'est clôture. ça, Willie Mays, il vient de mourir dans le chanson. Il essayait de faire un catch avec sa balle, puis il s'est empalé dedans. Mais non, c'est ça. Fait que je me suis ouvert vraiment comme faux le poignet. Fait que bon, OK, fine, ça pissait le sang tout, point de suture, toute la patente, mais normalement, tu n'es pas supposé te forcer comme un débile profond, comme vite après, faut que tu laisses ça guérir un peu. Puis Ouais, surtout, c'est ouais, ouais. quand tout ce qui est grippe, tu veux pas, ça vient comme tirer un peu. Fait que j'avais des pansements. Fait que cette année-là, j'arrêtais à certains, quand j'ai fait l'ultra, j'arrêtais à certaines places pour, tu sais, je traînais dans mon kit, mon stock de pansements, puis de désinfectage. Puis Wow. fait que j'ai arrêté, je ne sais pas, peut-être 2, 3 fois pour m'asseoir, changer mes pansements, désinfecter comme il faut pour justement être sûr qu'il n'y ait pas de bouettes et de cochonneries qui rentrent là-dedans. Puis encore là, même maudit scénario. J'ai pogné un autre DNF encore là avec une histoire une affaire de 4-5 minutes. Mais ça, je sais que c'est pas tant la préparation, mais c'est tout le gossage que j'ai fait pendant la course pour puis faire attention à comment je prenais mes obstacles pour protéger ma Ouais. blessure. C'était-tu intelligent d'aller courir avec ça? Peut-être pas. Mais encore là, je l'ai fait. Je ne suis pas mort non plus. Puis j'ai c'était différent, ce DNF-là, sachant que j'aurais probablement pu le finir s'il n'y avait pas eu toutes ces petites affaires-là. Mais encore là, je me disais, bon, je n'étais pas à 100%, j'étais pas dans les conditions idéales. Fait que c'est pas d'essayer de trouver des excuses, mais c'est de peut-être mettre un bombe sur le deuxième DNS qui fait tu pensais que c'était pour être la bonne fois. Là, Puis, Eric, on va revenir sur ton deuxième DNF bientôt. Ben, dans quelques secondes. Mais juste avant, il faut que j'ense aux gens qui regardent Deux Cafés avec Sensei de comment on fait le matin pour sortir des jokes du film Fields of Dreams. Ben, c'est boosté par Mademoiselle Café qui optimise nos lives, nos streams sur YouTube à toutes les semaines. Mademoiselle Café, qui est une brûlerie ici à Sainte-Julie, mais qui livre partout à travers le Canada. C'est pas compliqué. Va sur le site web, c'est Mademoiselle Café. Tu vas trouver ça rapidement sur le web. Mais j'ai un lien pour un bonus dans pas longtemps. Et on célèbre tout le temps le deuxième café avec Mademoiselle Café. Ça prend tout le temps une petite pause du deuxième café dans notre stream, Eric. C'est une tradition à Deux Cafés avec Sensei. Mais c'est succulent, c'est délicieux. Puis pourquoi ça l'est? Parce que Caro et toute son équipe forment leur propre café. C'est des gens qui sont des experts en café, qui aiment, qui scrutent, qui lisent. C'est des nerds du grain torréfié. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est leur passion. Donc, autant qu'il y en a qui capotent sur des cartes de baseball, Fields of Dreams, que Caro et son équipe aiment chercher sur le café, s'informer, faire importer les meilleures sortes de café qu'ils peuvent trouver à travers le monde, que ce soit à Nicaragua, que ce soit au Costa Rica, peu importe. Et ce qui est le fun, c'est qu'ils prennent les cafés de différentes influences, puis ils vont faire des mélanges. Un peu comme un vin multi-cépage là, qui devient authentique et vraiment original. C'est la même chose pour Mademoiselle Café. C'est plein de grains de café qui sont mélangés pour donner une saveur au café qui est vraiment exceptionnelle. Ça part bien un matin, c'est pas compliqué. Tu as plein de sortes. Tu as du corsé, tu as du léger. Tu files pour quelque chose là, que tu veux que ça soit rond en bouche. Tu en as plein chez Mademoiselle Café. Si tu penses à la brûlerie à Sainte-Julie, tu vas avoir un sourire. Il y a des bosquets. Il y a des bosquets aussi. Balle sur le bord de la bouche. Ou sinon, tu as notre code promo qui est Spartan Fit 10. Tu vas avec notre URL spartanfit.link Mademoiselle Café. Tu dis pas, Sensei, il est allé trop vite un petit peu. Je te le remonte. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Un crayon papier. Es-tu prêt? Et voilà, Spartan Fit 10.
au URL spartanfit.link/Mademoiselle Café pour ton 10% avec le shipping partout au Canada. Mademoiselle Café, merci d'optimiser mes jeux de mots ce matin. Éric, on va revenir à ton deuxième DNF qui était différent du premier. C'est souvent un message qu'on passe à travers soit Deux Cafés avec Sensei ou le Sensei Sass Podcast ou à Spartan Fit. C'est si to fail, c'est quelque chose d'avoir un échec, mais quand tu te donnes à 100%, soit tu vis de remords ou tu vis de regret, puis tu es mieux de pas de vivre de remords. Fait que si tu te donnes à 100%, puis que tu n'as pas réussi, il y a la satisfaction du fait que je suis allé au bout de moi-même, exact. puis que j'aurais pas pu faire mieux que ça. Fait que, à dans la situation où à tous les kilomètres, tu changes tes bandages, c'est badass, tu as une grosse blessure, tu y vas pareil, tu te donnes, tu es consciencieux sur tes obstacles, puis tu te donnes, c'est pas un petit défi, là, si on va faire un freaking là, quasiment 50K dans la boîte. C'est pas une petite affaire, il y a quand même une fierté. Il y a un baume là-dessus, comme tu disais tantôt, il y a un baume du fait que, regarde, je me suis donné, j'aurais pu rester chez nous, je me suis poussé, ça a donné ce que ça a donné. Puis, il y a quand même un positif dans ce DNF-là. Puis, je suis certain que tu n'étais pas aussi déçu et aussi abattu que l'année d'avant à Killington. Sûrement pas. Puis, tu sais, l'expérience est quand même plaisante. Là, je veux dire, le temps passé sur le parcours, c'était quand même cool aussi. Là. Fait que, tu sais, c'est pas tout perdu. Là. Oui, tu n'as pas la buckle à la fin, mais bon, c'est pas la fin du monde. Là. Fait que là, tu es encore l'année d'après, j'imagine, sur le parcours pour ta ultra? Oui, ben là, l'année d'après, c'est sûr que on a embarqué plus. Oui, c'est sûr que si je voulais, tu sais, comme le Redemption, c'est comme, hey, là, ça va faire Killington. Mais oui, là, c'est sûr, j'ai été pendant 3 ans, 4 ans de suite à Killington. La troisième année, ça a été la bonne, que j'ai fini l'ultra. Puis, à partir de ce moment-là, dans le fond, j'ai plus jamais eu de DNF à Killington. Les seules fois que j'ai été, la seule course que j'ai faite à Killington, ça a été l'ultra. Je n'ai jamais fait de sprint super ou de bise. Ça a tout le temps été l'ultra que j'étais là. Puis, je l'ai réussi, dans le fond, à chaque fois. Cette année-là, que je l'ai eu à Killington, je n'avais eu 3 ultras dans l'année. Il y avait eu celle-là. En tout cas, je me souviens plus quelle année c'est, mais j'avais eu celle-là. J'avais eu All Z. Puis j'avais eu Lake Tahoe, les championnats du monde aussi qu'on avait été faire avec une gang de chums. Mais c'est pas 3 petites ultras. Là, il y en a qui vont préférer peut-être All faire. Z et rough, là. C'est ça, c'est au Texas, parce que c'est sur le flat où ils vont se donner des terrains qui sont un peu plus faciles pour être sûr de pouvoir réussir. All Z, c'était dégueulasse. Cette année-là, là, il manquait d'eau, puis il faisait, je pense, 45 degrés à l'ombre. À All Z, ça? Ouais. Mais je pense que c'est exactement la même année que moi, j'ai fait ma double trifecta. Où on avait fait la bise une journée, puis le lendemain, c'était la super, ou le contraire, la super le samedi, puis la bise le dimanche. Puis je pense que c'est exactement cette journée-là, il faisait un gros comme tu as dit, 35-40 degrés. Il a manqué d'eau sur le parcours. Je pense que les cas de heat stroke ont monté en flèche. Puis je me souviens, tu descendais une grande pente, puis tu allais vers le bucket carry. Tu voyais quasiment de loin, c'était quasiment panoramique comme approche. Puis là, moi, je voyais à droite du sentier, il y avait une grande file de gens. Puis j'étais comme, c'est impossible que la file d'attente pour le bucket soit aussi longue, genre de je ne sais pas combien de centaines de mètres. Mais non, c'était du monde qui faisait la file pour piquer de l'eau à un des chalets qui était en bordure de piste. Puis avec le robinet, tout le monde remplissait le sac d'hydratation. Là. Ce gars-là a dû avoir une facture de taxe d'eau de 30 $. Ça doit être astronomique. Le lac devait faire ça pendant que le monde... C'était fou, là. Il y a du monde qui attendait des... C'est sûr qu'il y a eu plein de DNF. Il y a du monde qui attendait des dizaines de minutes à des points d'eau le temps que le truck arrive avec des citernes parce qu'il était out of water. Crush, puis, je pense que c'est la dernière année que le franchisé canadien a eu droit à. Il a perdu sa licence, là, je pense, par la suite, ils ont changé de franchisé. Non, je ne pense pas que ça a été. C'était ça là.
penses pas Ça que a c'est été... celle-là? Non, je pense pas que c'est celle-là. Je pense que ça a été. En fait, si tu parles de l'équipe originale Spartan Canada, peut-être, là. Mais les derniers, c'était pas cette année-là. Oui, mais c'est ça. Il y a eu 2 équipes. Les derniers ont pris le relais à partir de. OK, ouais, peut-être à partir de là. Ouais, à partir du Hour Z. Fait que c'est comme parcours, c'est assez badass parce que tu as fait beaucoup d'ultra dans des montagnes qui sont vraiment difficiles. Ceux et celles qui connaissent Spartan Race ou le monde du course à obstacles, Killington, c'est pas pour rien qu'ils l'appellent de Beast. Le Beast, c'est le surnom de la montagne Killington, le centre de ski au Vermont. C'est la plus haute montagne de l'État. Après ça, c'est Mansfield. Mansfield, très belle montagne, faire vos randos, by the way. Lake Tahoe, c'est aussi un parcours qui est très difficile. Puis la C'est troisième, beau, tu alors. m'avais dit, c'était. C'est Owl beau. Z. Lake Tahoe, c'est d'une beauté extraordinaire. Puis Owl Z, c'est le dénivelé, il est vraiment extrême. Fait que de passer 40 k là-dessus et plus, c'est félicitations, chapeau. Là, puis, À Lake Tahoe, c'était écœurant en plus quand cette année-là, on a fini. Il fermait le parcours quasiment en arrière de moi, là, à mesure que j'avançais parce qu'il commence à avoir une tempête de neige. C'est bon, ça, comme un rabbit qui te met de la pression. Là, je me sauve de la tempête. Ouais, c'était ça, mais j'entendais qu'il fermait les affaires. Je disais, non, 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 c'est pas vrai que vous allez me faire ça en pleine face. Puis les dunk walls dans l'eau étaient fermés parce que le vent avait pogné dedans, puis il y avait sacré les murs à terre, puis c'était ridicule. Là. L'Armageddon t'a pogné. Ah ouais, l'Armageddon t'es pogné. Est-ce que l'ultra, c'est ta plus longue distance en course à obstacles? Ou tu as Non. fait d'autres défis extrêmes après? Parce que quand tu pars en haut, est-ce que tu gardes ta motivation pour continuer dans le sport ou tu fais. Oh, oui, puis tu sais, on parle des ultras, mais il n'y a pas rien que les ultras. Là, il y a plein de courses que c'est de la courte distance, du 5 km, du 10 km, qui sont le fun aussi. J'en ai fait plein. Oui, réussir à accomplir distance, puis c'est pas l'affaire, c'est pas tout le monde aussi qui triple là-dessus. Là. Je marche un peu au challenge là, souvent. Là. Mais il y a moyen d'avoir du fun en masse là, dans plein d'autres circuits. Mais non, c'est pas la plus longue. Je te dirais la plus longue, c'est World's Toughest Mudder. Qui est la plus longue, le euh, défi annuel de Tough Mudder, qui était à l'époque le compétiteur officiel de Spartan, où les obstacles, maintenant, certains obstacles ont partie de la sont famille, ils ont été achetés un petit peu. Ils ont été achetés un petit peu. Spartan a sauvé en fait, Tough Mudder. Fait que, de la faillite. Là, en tout cas, il y a toute une grosse histoire en arrière de ça. Mais ça, c'était à Las Vegas. C'est un parcours de X kilomètres que tu fais en loop infini pendant, je pense, c'est 24 heures. C'est 24 heures. C'est un circuit de 5000, donc environ 8 kilomètres. Puis le but, dans le fond, c'est de faire le plus grand nombre de tours de ce circuit-là qui a, je dis n'importe quoi, là, mais une vingtaine d'obstacles. Les Tough Mudder, ils ont des obstacles traditionnels, mais si vous voyez les vidéos, ils ont des obstacles qui sont vraiment gigantesques, immenses, qui donnent quasiment dans l'expérience Wipeout / American Gladiators. Là. C'est une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup ces courses-là. Ils sont plus chers, mais ils sont vraiment fun. C'est très différent parce que il y a des obstacles chez Tough Mudder que tu n'as pas le choix de t'entraider pour passer. Yep. Tu peux pas les faire tout seul, c'est impossible. Tu as beau essayer, tu vas rester là. Fait que c'est vraiment un autre thinking, une autre mentalité. Il y a des places que tu arrives, tu rentres d'un trou d'eau, puis là, il y a un gros cube qu'il faut que tu fasses tourner à la gang pour réussir à faire passer le monde par-dessus, mais il faut qu'il y ait du monde. Fait que ton 24 heures, tu le passes. Oui, c'est une loupe de 8 kilos, là, mais tu le passes avec du monde qui ont toute la même mentalité ou le même thinking de malade mental que toi, à jeter dans l'eau avec des wetsuits à 2 heures du matin, puis il faut faire virer un cube pour être capable de passer l'autre bord. Oui, parce qu'il y a un des obstacles que vous êtes comme sur une planche, quasiment comme les pirates faisaient le planking. Là, ils mettaient du monde sur une planche puis ils le faisaient sauter dans l'océan du bateau. C'est à peu près la même chose. Tu avais une planche avec une surélévation, puis tu te laissais tomber comme un clou dans une étendue d'eau. Ça, c'est une chose à 2h30 à Las Vegas à 27 degrés. C'est une autre chose à Vegas à -10 dans le désert, rendu à 2h30 du matin. Il faut que tu le fasses souvent. Là. Fait que encore une fois, c'est un gros défi mental. C'est quand même. Tu peux.
tu l'approches comme tu veux. Ces défis-là, tu peux décider qu'à telle heure, tu vas te coucher dans ta tente puis tu te relèves le matin pour aller finir. Mais si ton but, c'est vraiment de faire le plus grand nombre de tours possible, ben c'est du non-stop. Tu arrêtes 5 minutes entre tes tours, prendre une bouchée de quelque chose, boire un peu, puis une fois de temps en temps, arrêter de te changer parce que, justement, comme tu dis, là, ça a bougé un peu. Il y a eu des éditions à Vegas, il y a eu des éditions à Atlanta. Là, il retourne à Vegas. Mais justement, quand la température bouge autant dans la journée, ben, tu pars peut-être en short. Puis à 5 heures, quand il n'y a plus de soleil, ça commence à être fret, l'eau. Tu vas peut-être te mettre un petit wetsuit. Puis là, à minuit, à 2 heures du matin, là, il fait vraiment fret. Fait que tu te mets un plus gros wetsuit. Fait que il y a toute cette gestion de course-là aussi qui est à faire. J'allais dire, rendu minuit, passer ton heure de dodo, tu le fais en pyjama avec ton toutou. Ouais, tu risques de geler si tu y vas plus. Ouais, c'est ça. Avec ta petite flanelle de la Reine des Neiges, tasse-toi. Hey, écoute, en 2018, je crois. C'est en 2018? En 2018, je pense, à Atlanta. Il a fait moins, je sais pas quoi. Puis, tu sais, la glace se formait sur le monde tellement qu'il faisait fret parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'obstacles qui sont dans l'eau. Fait que, tu sais, quand le monde, la glace se forme sur le monde, puis tout le monde tombe en hypothermie, ça tombe comme des mouches cette année-là. C'est un autre game. C'est pas tant plaisant quand tu as de la misère à avancer parce que tu es gelé. Là. Non, je comprends. Faut que tu te motives. Là. Mais c'est vraiment. C'était donner des défis qui sont vraiment d'importance. Ce n'est pas des petites courses. Tu en as fait, oui, beaucoup de petites, mais c'est des gros, gros défis. En fait, je pense que tu étais intéressé à aller vraiment au bout du sport puis de voir quel défi le sport peut te proposer puis de les essayer. C'est super inspirant. Puis là-dedans, comment est-ce que l'idée d'Océaire Nation prend forme? Si tu, à un moment donné, quand tu te dis, là, je n'ai fait assez, ça me tente de couvrir, puis je vais courir pour le Non, pas plaisir? tant. Ça a commencé en 2014 au Sierra Nation. Ça fait quand même 8 ans, là. Ça fait un bout. Oh, oui, ça fait quand même un bout. Puis, ça faisait pas si longtemps que j'étais dans le sport. Là. Ça faisait comme 2 ans. Mais j'étais vraiment accroché. Puis je me suis dit, tant que je me cherchais un autre, un projet comme externe, personnel, peut-être un peu plus à l'extérieur de mon travail, mettons. Puis ça a comme c'est embarqué là-dedans. Qu'est-ce que je pourrais faire pour faire quelque chose de plus, nécessairement pour aider le sport, peut-être à se faire découvrir, à aider le monde là-dedans. Puis j'avais commencé à décider d'écrire des reviews de course, tout simplement. Ça a commencé de même. Puis tout le côté plus photo, vidéo, tous ces trucs-là qu'on fait aujourd'hui, ça a commencé aussi niaiseux que je prenais des photos pour accompagner mes articles. Fait 3-4 photos pour. Puis, comme tu le sais, en course obstacle, si tu vois quelqu'un avec un Kodak, 3 quarts du temps, qu'est-ce que le monde font? Ils vont se garocher dedans pour hey, c'est le photographe de la course, mais c'était pas le cas dans le temps. Ça m'était arrivé de prendre des photos de monde de même pour OK, je vais les mettre dans mes articles, mais j'étais comme c'est pas, ils vont penser qu'ils vont voir une photo de course, mais ça ne sera pas le cas, en fait. Fait que de là est partie l'idée, en plus d'amener la photographie, dans le fond, un peu plus loin dans les activités d'Ocean Nation. Là, puis ça nous a amené, dans le fond, où est-ce qu'on est aujourd'hui. OK, fait que c'est vraiment c'est cool. Puis souvent, là, les histoires d'entreprises qui fonctionnent bien ou de projets qui vont de l'avant, c'est souvent ce genre de contexte-là. C'est une boule qui commence à rouler, puis à un moment donné, elle prend forme par elle-même. Puis il y a une idée qui a été prise au bon, puis qui a été poussée vers l'avant en identifiant soit un besoin ou une opportunité. Fait que c'est vraiment, vraiment cool. J'imagine, comme beaucoup de publicateurs de contenu spécialisés, tu ne gagnes pas ta vie avec OCR Nation, j'imagine. Ça va être un petit review on the side, puis souvent, c'est pour la passion de la patente. C'est vraiment plus pour la passion. C'est sûr qu'on fait des ententes avec les organisateurs de notre côté dans certains cas. On ne s'en est jamais caché. Là. Souvent, ça va être des ententes pour
qu'on puisse participer, exemple, aux événements en échange de notre couverture. Puis là, il y a différents volets par rapport à, par après. S'il y en a qui vont peut-être acheter des photos, il y en a qui vont demander une vidéo promo qui vont vouloir débourser pour. Mais non, c'est vraiment pas avec ça que je paye mon hypothèque. je te dirais que je pense que ça m'a coûté plus cher que ce que d'argent qui est rentré au cours des années. Là. Fait que non, on le fait vraiment plus pour le sport. On a appris aussi à travers de ça, dans le fond, à connaître un paquet de monde. C'est cool. On est un. Là, c'est sûr, ça fait 2-3 ans que c'est plus au ralenti. Là. Depuis la COVID, ça a comme ralenti pas mal la couverture d'événements. On n'avait pas vraiment le choix des événements, il n'y en avait pas. Là, ça recommence un peu, mais là, c'est d'autres choses. Le prix du gaz, puis tout, là, ça devient comme un peu plus compliqué d'aller virer aux États-Unis à toutes les fins de semaine. Là. Mais, tu sais, on était pratiquement à toutes les fins de semaine, pas nécessairement moi, là, mais avec les autres personnes qui sont dans l'équipe, qu'on couvrait un événement. Là, il y a une année qu'on a couvert, je pense, pas loin de 80 événements. Fait que, oui, on vous voyait on était partout. Là. Oui, on voyait partout. C'était même impressionnant. Là. Vous étiez quasiment sur des événements simultanés, soit au Québec, soit aux États-Unis en même temps. Vous étiez vraiment, vraiment partout. Ouais, fait, ça nous a permis quand même de connaître beaucoup de monde. Justement, on était là souvent. Fait, le monde te reconnaît, ils savent un peu le travail que tu fais. Puis il y a quand même une certaine reconnaissance aussi de tout ce monde-là. Fait c'est quand même gratifiant. Oui, on n'est pas, je veux dire, c'est pas comme s'il y avait un contrat de photo, exemple, officiel que ça amène X montant d'argent dans nos poches. Mais le fait que, bon, on peut participer à tous ces différents types d'événements-là, puis rencontrer, dans le fond, la communauté à travers de ces courses-là, mais je pense que c'est ça qui est comme le plus intéressant à ce niveau-là. Non, je suis tout à fait d'accord. Puis c'est comme ça que je le voyais aussi à l'époque quand je m'impliquais avec Spartan, entre autres, pour Spartan SGX, leur programme d'entraînement, où j'ai aussi déboursé comme toi. Ils ne m'ont jamais donné de maudite scène. Puis c'est moi qui ai imprimé une tente avec le logo, puis que j'ai mis le tag sur mon char. Puis j'étais comme pour la cause, pour la passion. Puis c'était vraiment le fait de dire, bien, pour moi, c'est un privilège de pouvoir être une fin de semaine à Calabogie, à Ottawa, avec ma petite tante, rencontrer du monde parce que tu rencontres tellement du monde extraordinaire dans la communauté. Puis là, j'ai des noms qui me viennent en tête, là, mais des rencontres humaines qui te perdurent. Puis des gens avec qui tu vas continuer à discuter. Puis c'est tellement du monde inspirant. C'est qu'il n'y a pas de plus belle journée qu'une belle journée ensoleillée, course à obstacles. Le monde se dépasse. Il y a tellement une énergie particulière dans ces événements-là. Les gens arrivent avec un mindset commun. Fait que tu es avec, tu ne connais pas, mais en même temps, phénomène de gang aussi. Même exactement, tu le connais peut-être pas, mais il fait la même affaire que toi à côté. Fait que let's go, buddy, on y va ensemble. Puis, Oui, c'est vraiment, vraiment des belles journées. Fait que ça fait un passion project qui en vaut la peine. Si ça te rend heureux, why not? Pourquoi ne pas le faire? Si on prend un round-up, qu'on s'en va tranquillement vers la fin de notre entretien aujourd'hui, si on fait un round-up de ce que tu évalues que les courses à obstacles t'ont apporté comme être humain, tu dirais, ça t'a apporté quoi? J'imagine que tu as évolué comme personne à travers tout ça. Qu'est-ce que tu vois qui est attribuable à ton cheminement de course à obstacles? C'est sûr que le fait d'apprendre à être capable toujours de pousser, j'ai jamais quelqu'un qui a abandonné facilement, là. Mais tous ces gros défis-là dans le fait d'être capable de pousser, ça te montre un peu, dans le fond, Viens, William. Mon gars s'en va à l'école. William, le futur spartiate. Oui, le futur spartiate. Bonjour, William. Bonne journée. Vous avez une belle frisette à gauche. Non, c'est ça, ça montre un peu, dans le fond, à quel point je suis capable, dans le fond, de pousser et de ne pas abandonner quand j'ai quelque chose en tête. Là. Fait que ça, je le savais déjà, j'étais un peu tête de cochon, mais je pense que ça me l'a montré. Peut-être de cochon, peut-être dans le bon sens du terme. Ma blonde peut-être dirait des fois dans certains cas, dans le mauvais sens. C'est après la confirmation de la blonde, c'est la montagne et les médailles qui te l'ont reconfirmé.
Fait que c'était pas juste non, une c'est rumeur ça. de la blonde, c'est officiel. C'est officiel. Fait que, ouais, ça. Puis, tu sais, il y a certaines personnes que j'ai rencontrées justement au travers de ce parcours d'obstacles-là qui sont devenus des amis aujourd'hui. Du monde que je connaissais pas avant, que j'ai vraiment rencontré sur le parcours, dans les courses, qui sont vraiment devenus des bons amis. Fait que ça m'a amené, juste pour ça, dans le fond, ça a valu la peine toutes ces années-là, ces sacrifices-là, si on veut, là, de passer mes fins de semaine Sur les dans les montagnes. différentes montagnes. Ouais. Fait que ça l'a augmenté ou confirmé ta résilience. Ça l'a augmenté ta communauté, ton réseau social. Fait que c'est des beaux apports pour ce que tu as investi. Puis souvent, c'est des relations qui durent longtemps Ouais. parce que tu souffres ou tu partages des souffrances, des dépassements avec ces gens-là. Souvent, c'est Puis tu un message partages que un peu la même passion, en fait, Ouais. que ces gens-là aussi. Fait que, tu sais, ça va peut-être, ça amène souvent à, bon, ben, on va aller, je suis intéressé à faire tel ou tel événement, ben, OK, mais là, tu te ramasses tes 2, 3 personnes qui y vont ensemble, tu sais. Fait Ouais. que ça peut développer des belles aventures, des beaux souvenirs aussi, là. Absolument. Puis il y a un message que je passais à travers les examens de karaté en voulant dire que, en tout cas, la façon qu'on le faisait, nous, à Karaté Sunfuki, c'était des examens de karaté, ce n'était pas des examens techniques. C'était des examens pour pousser l'humain sur une certaine dimension de son être pendant X temps. Il faut que je reste vague parce que les examens restent confidentiels à ce jour, puis c'est important que ça reste comme ça. Mais l'idée est que les gens souffrent ensemble pendant X temps, puis ils vont au bout de leur peine, puis ça braque, puis ça veut laisser tomber, puis après ça continue, puis c'est la fierté d'avoir réussi, puis c'est tous ces cheminements-là qui sont intenses comme émotion, c'est des gros cheminements personnels que tu partages avec des collègues de karaté ou des collègues de course. Ce n'est pas nécessairement à ce point-là des gens intimes dans ta vie. Mais ce que je leur disais, c'est qu'on arrive à un certain point où on se connaît quasiment plus que les gens qui partagent nos vies, où on s'est dévoilé, notre vulnérabilité, on est quasiment à nu, on est vulnérable, on a des facettes de notre personnalité, de notre personne qu'on n'a quasiment jamais dévoilées à nos plus proches, que ce soit des frères, des sœurs, même nos parents, qu'on a dévoilé à ces gens-là, qu'on a partagé surtout ensemble, ce qui fait que ça solidifie le lien social Ouais. avec ces gens-là. Là, ça devient des frères de course, des sœurs de course. On jase encore avec ma cohorte de le Gogi de là, 5-6 ans. Puis, ça vient, tu deviens comme ça avec ces Ah, gens-là. c'est sûr. C'est des frères de guerre. Tu as été dans les Exact. tranchées avec. Fait que, Exact. c'est des. T'en as levé un quand que lui, il commençait à avoir un down. Lui, il a fait pareil 2 heures après parce que toi, tu commençais à avoir un down, mais cet entraide-là, tu sais, je veux pas quand tu arrives à la fin, là, OK, oui, c'est des événements extrêmes, si on veut, là, mais un 5 km peut être un événement extrême pour quelqu'un. Effectivement, c'est très bien dit. Absolument, absolument. Puis justement, parlant de 5 km, pour quelqu'un qui regarde la vidéo en ce moment et pour qui ça va être la première course dans quelques semaines, dans 2, 3 mois, est-ce que tu aurais 3 conseils de ton expérience sur comment s'assurer qu'il puisse avoir du succès, être fier de son accomplissement la journée de sa première course? Je dirais la première affaire, c'est de ne pas se comparer aux autres. Trop souvent, je pense que les gens vont faire ça surtout peut-être dans les premiers événements. Là, ils vont regarder la gang de malades qui partent en premier, là, qui partent comme une balle, puis qui font le parcours en 35 minutes, puis qu'eux autres, ça va leur prendre 2 heures parce que c'est la première fois qu'ils font ça. Pas grave, on s'en fout. Comparez-vous pas à personne. Peu importe, il y a beaucoup de monde qui se compare aujourd'hui. C'est un gros problème de société, là, mais c'est vous contre la montagne. Vous contre le parcours, si ce n'est pas une montagne, peu importe. Je pense que c'est l'affaire la plus importante à garder en tête. Puis sinon, mais on dit toujours, là, quand c'est rough, tu commences à avoir de la misère, là, mais fais juste mettre un pied devant l'autre. Avance. Peu importe le temps que ça va prendre, tu vas finir par arriver à la fin. Ouais. La ligne, elle va arriver à un moment donné. Là. Oui, peut-être que dans Spartan, ils jouent des tours parce que tu penses qu'elle arrive, puis non, ça repart en haut. Là. Ils font tout le temps ça. Ils font tout le temps ça. Mais à un moment donné, tranquillement, pas vite, tu vas finir par te rendre. Ouais.
Sinon, mais c'est sûr, si vous avez le temps, la préparation, c'est quand même important. Tu le fais un peu là, avec Spartan Fit, j'imagine, préparer ton monde pour des événements de même. En fait, on ne fait pas juste un peu, c'est notre spécialité. C'est ce qu'on fait à Exact. longueur d'année. Exact. Fait que, tu sais, la préparation, là, c'est sûr, si votre première course est en fin de semaine, c'est short, là, mais j'espère que vous êtes préparé un peu avant. Mais sinon, de bien se préparer, tu sais, si jamais si vous n'avez jamais couru un 5 km sur le plat, puis vous allez vous taper une montagne, bien, ça se peut que vous la trouviez peut-être pas trop drôle, là. Fait que, tu sais, d'aller, oui, faire, de courir un peu, mais tu sais, d'aller faire du dénivelé, si c'est Spartan qui vous intéresse. Là. Il y a d'autres courses qui ont beaucoup moins de dénivelé. On parle beaucoup de Spartan, là, mais il n'y a pas que Spartan dans la vie. Ouais. Mais le dénivelé, ça peut être intéressant. Puis d'apprendre à connaître votre corps lors de l'effort. Pas attendre d'être dans une course pour le trouver. Ouais, c'est plus le temps, là. Non, il est trop tard. Il est trop tard. Puis, fait que ça, c'est une chose, là, d'aller courir et voyez comment votre corps réagit. Avez-vous besoin de boire aux 30 secondes? Avez-vous besoin d'un gel d'électrolyte ou whatever? Peu importe. Ces affaires-là, il faut l'essayer pendant qu'on s'entraîne, pas pendant qu'on court. Oui, absolument. Absolument. Puis des souliers de trail. Ouais. Ça, si vous avez un investissement à faire, achetez-vous des souliers de trail parce que souvent, on voit les premiers, mettons, qui font une course, puis c'est avec une paire de Reebok flat, là, pas de semelle, pas de crampons. Là. Vous allez avoir... pas la première montée avec un petit peu de couette. Hey, ça joue au patin, ça, mon petit Tom. Toi, tu passes à côté avec un petit bye-bye. Vous allez avoir beaucoup plus de plaisir si vous avez une paire de souliers de trail. Pas obligé d'acheter la paire à 300$ pour votre première course. Achetez juste une bonne paire de souliers avec des crampons, là, puis ça va faire la job. Là. C'est bon, c'est bon. C'est 3 bons conseils, Éric. Je pense que ça va aider beaucoup de gens qui regardent présentement à avoir un raffinement dans leur préparation mentale, puis à quoi s'attendre lors de leur première expérience. Évidemment, Spartan Fit à Saint-Julien, on est là à longueur d'année. Je pense que en même temps, pour la communauté OCR, ça peut être c'est un avantage considérable maintenant. C'est pour ça qu'on l'a fait d'ailleurs. Si la demande était là, il n'y a jamais eu de centre de préparation ouvert à l'année qui est spécialisé en course à obstacles. Donc, on peut vous accueillir à bras ouverts avec nos jouets à longueur d'année. Ça nous fait bien plaisir. Puis la gang, comme tu l'as dit, la communauté, ça paraît aussi. C'est spécial comme expérience. On a vraiment un beau groupe. Éric, super content qu'on ait pu se discuter encore une fois ensemble avec moins de caféine dans mon bar. Tu vois, je suis capable d'écouter. Oui, j'avais aucun doute. Merci pour ton temps. Puis je pense que nous, on se recroise pour ceux qui regardent en milieu du mois de juin 2022. À ce temps, il faut qu'on dise l'année parce que cette vidéo-là peut être rendue dans les futurs sur les YouTube 3D 4000X sur le iPhone du futur. Donc, on va se recroiser sûrement ce week-end. Est-ce que tu cours ou tu es derrière la caméra? C'est pas clair encore si, je vais être là, puis si, deux, ce que je vais faire. C'est nébuleux un peu. Tu n'as pas parlé à ta blonde, hein? Oui. Bien, merci, Éric. On est certain que tout est réglé du côté du couple pour ta sortie en fin de semaine à Tremblant. Tu sais, au pire, c'est pas compliqué. On l'amène avec toi. Oui, on va passer un week-end à Tremblant ensemble. Wink. Merci, Éric. Si vous voulez plus d'informations sur les courses, les événements que couvre OCR Nation, vous pouvez les trouver sur Facebook, @OCR Nation. Même chose sur Instagram, encore une fois. Un gros merci, Éric. Si tu as apprécié les trucs qu'on t'a donnés aujourd'hui pour ta première course à obstacles, n'oubliez pas de laisser un petit pouce, d'aimer cette vidéo. Ça aide beaucoup sur le référencement naturel du contenu dessus les YouTube. C'est pourquoi pas s'inscrire aussi, s'abonner à la chaîne et d'appuyer sur la petite cloche. La petite cloche est importante pour que tu ne manques aucune des vidéos qu'on va publier, que ce soit les tutoriels de course à obstacles, des tutoriels d'exercice, des comptes rendus de courses, des aventures voyages, des suggestions rando, plein de contenus sur notre chaîne. Merci à toi d'avoir été avec nous aujourd'hui et on se retrouve la semaine prochaine, encore une fois mercredi 7h30 dessus les YouTube Live pour 2 cafés avec Sensei. Passe donc une bonne journée. Fais donc ça pour moi.